Hello ho. Hello. Curieux comme écho. Aujourd'hui, nous allons parler de la série télévisée Vikings qui s'est terminée en décembre 2020. Elle avait commencé en mars 2013, si je ne dis pas de bêtises. 89 épisodes. À mes yeux, Vikings est l'une des meilleures séries historiques au monde. Après, je dis ça, mais c'est la seule série historique que j'ai vue. Donc, tout commence par la curiosité insatiable de Ragnar Lothbrok, Viking qui, de base, est un simple fermier et vit avec son épouse Lagertha et Floki, génie des Drakkar. Très vite, Ragnar va s'opposer à son suzerain d'alors parce qu'il pense que les raids menés contre les païens de l'époque ne sont pas nécessaires aux Vikings. Ce qu'il faut, c'est conquérir l'Ouest, que ce soit au niveau des terres, réputées comme particulièrement fertiles, qu'à celui de ces innombrables trésors qu'auraient accumulés ses occupants. Nous parlons alors de la Wessex, l'Angleterre d'aujourd'hui. Et c'est ainsi, sous la pulsion de Ragnar et de son ami Floki et du soutien de Lagertha, que vont se constituer les premiers raids Vikings vers l'étranger. Des raids qui, au gré de ces 6 saisons, ne vont cesser de s'étendre, mais avec une philosophie qui, par certains aspects, va finir par différer drastiquement de ce qu'il en était au départ. Voilà dans les grandes lignes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vikings est une série qui, dès le départ, prend son temps en termes de rythme. Tant et si bien que personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à accrocher à la saison 1. Il m'a fallu plusieurs mois pour arriver aux 3/4, et c'est à partir de là que j'ai enfin commencé à véritablement accrocher. En soi, cette volonté de pondérer le rythme, de prendre son temps, n'est pas handicapante pour peu que l'on n'ait pas une soif insatiable de binge-watching. Pour autant, il faut vraiment considérer cet aspect et la lenteur inhérente qui est liée à l'ADN de Vikings comme un socle fondamental de la série. Autrement, vous allez finir par être frustré tôt ou tard. L'un des points qui m'a le plus marqué, ce sont les décors. Les décors naturels sont fantastiques. Michael Hurst, le showrunner de Vikings, et ses équipes ont accompli un travail monumental en la matière. La photographie, la lumière, tout est grandiose. C'est un véritable plaisir visuel. De même pour les maquillages absolument ahurissants et les costumes dont les tenues de combat sont directement moulées à même les actrices et acteurs de la série. Quant aux ornements et autres bijoux, The Crafty Cell, expert particulièrement réputé eu égard à la période Vikings et tout ce qui concerne la Scandinavie de manière générale, accomplit là encore un travail. L'un des autres aspects qui fait que Vikings sera considéré comme une série incontournable, ce sont les personnages et par extension les actrices et acteurs, à commencer par Ragnar Lothbrok, bien évidemment. Incarné par Travis Fimmel, Ragnar est la figure pilier de Vikings. C'est à travers lui que les Vikings vont commencer à se faire connaître, notamment à travers l'Angleterre, mais pas que. C'est à travers lui que la philosophie de la série va prendre ses ailes petit à petit. Un autre personnage très important à mes yeux, c'est Lagertha. Incarnée par Catherine Winnick, Lagertha est la Iron Maiden par excellence, la Skagdalmo légendaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Vikings, a priori, étaient très progressistes sur certains pans de leur société, notamment la place des femmes. Plutôt qu'à l'époque être cantonnées à la tâche de reproductrice et ménagère du foyer, les femmes, ou du moins certaines d'entre elles, pour peu qu'elles soient Vikings, avaient la possibilité de combattre aux côtés des hommes. Ce fut le cas de Lagertha, qui est considérée comme la plus grande guerrière viking de tous les temps. La prestance et le charisme de Catherine Winnick n'ont eu de cesse de m'époustoufler du début à la fin. De même, bien sûr, que Travis Fimmel, au point de mettre en danger la série par la suite lorsque surgit sa mort. Certains fans n'hésitent pas à dire que Vikings a pris une tournure différente dans le mauvais sens du terme à partir de la mort de Ragnar. Je ne suis pas vraiment en accord avec cette vision des choses, mais force est de constater qu'il y a un avant et un après Ragnar. L'avant Ragnar, ponctué de conquêtes et de coups d'éclat, trahison, surprise, drame, est impressionnante. Le personnage en soi est impressionnant. Lorsqu'arrive sa mort, tout ce qu'incarnait Ragnar se dissout plus ou moins à travers l'ensemble de ses héritiers. Lagertha, bien évidemment, mais aussi et surtout ses différents fils. Or, tout aussi exceptionnel soit-il, je parle en particulier de Bjorn Ironside ou B, mais aussi Ivar the Boundless, aucun d'entre eux ne va arriver par la suite à égaler la superbe de Ragnar.
C'est un peu comme si Son Goku et Vegeta étaient morts au début de Dragon Ball Super et que Son Gohan et compagnie avaient pris la relève. Ça aurait été compliqué. Le parallèle est nul, j'assume. Mais avant d'en venir au fils de Ragnar, parlons de Floki, cet ébéniste de génie un peu foufou, un brin fanatique et amoureux transi de Ragnar. Au final, ce sera lui qui supplantera son meilleur ami et nous accompagnera plus ou moins du début à la fin de cette fantastique odyssée. Une odyssée passionnante vers la quête de soi et la remise en question de ses principes, de ses croyances, de ses amours, de son tout. De fait, en termes d'évolution, Floki, qui est incarné par Gustav Skarsgård, est celui qui m'a le plus impacté en termes d'évolution de soi. Au départ, celui qui haïssait Athelstan, ce prêtre chrétien qui, à un moment donné, va renoncer à sa foi pour rejoindre les dieux des Vikings, pour son amitié notamment envers Ragnar, ce qui suscitera la jalousie de Floki, mais également sa crainte de voir supplanter tous ces dieux qu'il admire au-delà de sa vie par le dieu unique du christianisme. Nous nous retrouvons donc au départ avec un Floki particulièrement fanatique et accroché de bout en bout à ses croyances, au point de tuer Athelstan, le considérant comme un danger eu égard à Ragnar qui, dès le départ, semblait très ouvert d'esprit, ou du moins prompt à se remettre perpétuellement en question au gré de ses découvertes. Avec à la fin un Floki qui, totalement perdu et esseulé, va finir par réaliser que nul ne détient la vérité. Plus vous découvrez des contrées inconnues, plus vous faites la connaissance de peuplades aux coutumes et croyances parfois très différentes de la vôtre, plus vous réalisez la grandeur de ce monde et la vacuité de tout savoir, qu'importe sa foi religieuse. Mais parlons des fils de Ragnar. En premier lieu, Björn Ironside. Plus que son père, Björn incarne le guerrier par excellence. Fort, robuste, légendaire sur le champ de bataille. Le type est parvenu à vaincre un ours tout seul. C'était le Takamura des Vikings. Un peu de respect. Alexander Ludwig, son interprète, est particulièrement charismatique et accomplit un travail remarquable dans l'incarnation du premier fils de Ragnar et Lagertha. À ses côtés, l'un des fils de Ragnar qui m'a le plus impressionné est Ube, interprété par Jordan Patrick Smith. Ube, au départ, est un peu transparent, ou du moins il ne sait pas véritablement ce qu'il veut, et ce n'est qu'au fil des saisons qu'il finit de plus en plus par incarner cette soif insatiable de découverte qui appartenait à son père. Ube veut découvrir le monde. Björn, entre parenthèses, lui aussi a eu cette soif de découverte. Mais chez Ube, cela transcende tout. Et c'est en cela qu'il est similaire à son père. Cette envie de découvrir l'autre supplante ses propres croyances, ou du moins les met en doute, les met en péril, comme cela fut le cas de Ragnar. Au final, ce que voulait Ragnar, découvrir une sorte d'Éden pour son peuple, un renouveau, ce sera Ube qui concrétisera ce rêve aux côtés de Floki via la découverte du Vinland, la terre neuve en Amérique du Nord, Canada. À la troisième position, je ne peux évidemment pas occulter Ivar le Sans-Eau, soit probablement le personnage qui m'aura le plus mis sur les nerfs tant son évolution aura été chaotique pour finalement rejoindre une conclusion très symbolique et fidèle à la philosophie de Ragnar, du moins sur certains points. Ivar, né handicapé, aura toujours porté avec lui ce fardeau de ne jamais pouvoir combattre d'égal à égal aux côtés de ses frères, de son père et de ses comparses. En revanche, il a hérité du génie tactique de son père x10. Et c'est cela plus son courage, son abnégation et sa folie qui vont rendre le protagoniste de Ivar si magnétique et parfois dangereux, très dangereux, au point de tuer l'un de ses propres frères, Sigurd, incarné par David Lindström. Étant donné sa mort qui surgit assez tôt, il aura été le fils de Ragnar le moins mis en lumière. Ce qui est dommage car j'ai cru comprendre que Sigurd, dans certaines légendes ou certains faits historiques rapportés à l'heure d'aujourd'hui, était un guerrier qui a marqué son histoire. L'acteur qui incarne Ivar, Alex Hogg Anderson, est très impressionnant, que ce soit en termes de timbre de voix, de
posture, d'intensité du regard, il est massif. La première éruption de sa folie tyrannique a marqué les esprits de très nombreux fans. Malheureusement, ce complexe d'infériorité de Ivar va finir par mettre en branle toute l'unité qu'il y avait entre les différents fils de Ragnar, au point même de mettre en péril l'héritage de Ragnar. L'occasion d'aborder le dernier fils, Hvitserk, incarné par Marco Liso. Hvitserk est probablement le protagoniste qui pourra laisser de nombreuses personnes sceptiques. Et pour cause, Hvitserk du début à la fin est totalement paumé. Il a envie de se démarquer, mais au départ, il se retrouve trop sous la coupelle de Ubbe. Puis, pour se rebeller, il rejoint Ivar au pire moment possible. À ce moment, Ivar, enorgueilli de ses différentes victoires, va se considérer comme un dieu. Son entourage n'aidera absolument pas. Ouais, t'es un dieu, ouais. Hvitserk va subir Ivar sous ses pires jours. Un tyran se prenant pour Dieu et n'hésitant pas à tuer, massacrer toutes celles et ceux qui oseraient s'opposer à lui, qu'importe qu'il fasse partie de son clan ou de sa famille. C'est à partir de là que j'ai véritablement commencé à détester le personnage de Ivar, quand même par la suite, Ivar commence à réaliser sa fragilité en tant qu'être humain. Je ne suis pas un dieu, je n'ai jamais été un dieu, je reste un homme frappé d'un handicap. Et c'est à travers lui que Hvitserk va finir par gagner sa substance. De type totalement perdu et désespéré, sujet à de nombreuses addictions, l'alcool, les drogues, Hvitserk va finir par être ce grand frère et ce protecteur dont Ivar avait au final toujours besoin. En particulier lorsqu'il va finir par rendre son dernier souffle. C'est l'un des moments qui m'a le plus marqué, car Ivar, d'un côté, est très désireux de laisser l'histoire s'imprégner de son image de tyran implacable, dieu de la guerre, assoiffé de sang, et de l'autre, dans les bras de Hvitserk, Ivar finit par avoir peur. Il ne veut pas mourir, il a jamais voulu mourir, et il se met à pleurer. Hvitserk n'en dira rien par la suite. Il se chargera d'être le garant de cette image implacable, invincible que Ivar voulait transmettre au reste du monde. Mis à part cela, parmi les protagonistes qui auront le plus fait tiquer, je ne peux évidemment pas occulter Rollo, frère de Ragnar. Lui aussi, tout comme Ivar, a vécu sous l'ombre de son frère, un complexe d'infériorité dont il n'est jamais parvenu à se débarrasser, si ce n'est à travers la trahison. Même pas une trahison, 2 grosses trahisons. Hélas, Rollo devait, entre guillemets, tuer son frère pour parvenir, selon lui, à vivre comme il se doit. Rollo va renoncer à ses racines vikings, Rollo va devenir un roi franc. Et tant pis pour ses amis, ses camarades, ses comparses qu'il aura trahis, parfois tués dans leur dos. Harald Fineair, roi de Norvège, si je ne dis pas de bêtises, lui aussi aura agacé beaucoup de fans, dans la mesure où il n'hésite pas à trahir ses proches si cela sert ses ambitions. Harald ne va d'ailleurs pas hésiter à tuer son propre frère, parce qu'il veut être roi. Tout ça pour au final réaliser qu'il n'a jamais vraiment voulu être roi. La notion même d'accomplissement de soi est éphémère, parce que vouloir être roi, vouloir dominer les autres, en soi, ce n'est pas un sentiment d'accomplissement pérenne. Que ce soit Rollo, Harald ou d'autres, ces protagonistes-là ne se rendront compte qu'à la toute fin, lorsqu'il sera trop tard. Regret éternel pour l'un, mort pour l'autre. Aslaug, la deuxième femme de Ragnar, aura elle aussi suscité pas mal de rage parmi la communauté des fans, parce qu'elle a volé Ragnar à Lagertha, alors que de base, Ragnar lui aussi a évidemment fauté en trompant Lagertha avec Aslaug. En soi, la tromperie chez les Vikings n'était pas si grave que ça. Il y avait du polyamour, il y avait la possibilité d'avoir plusieurs partenaires, que l'on soit homme ou femme. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la série ou si c'est l'histoire, mais l'homosexualité dans l'ère Vikings était a priori acceptée dans les grandes lignes. Quoi qu'il en soit, Ragnar a lui aussi fauté. Je me rappellerai toujours de cette fois où il a tué Yidu, cette servante issue de la dynastie des Tang que Ragnar va finir par prendre comme concubine et qui va l'initier aux drogues. À partir de là, Ragnar ne va plus être lui-même. Ragnar va finir par sombrer dans la folie et tuer Yidu qui évidemment ne méritait absolument pas de périr ainsi. Ragnar, malgré un bon fond, n'aura pas été lisse. Et ne parlons pas des Vikings qui, pour la plupart d'entre eux, n'hésitaient
n'hésitait pas à tuer, violer, piller. Cette violence n'est d'ailleurs jamais censurée. Et cela fait partie de l'ADN de Vikings. Quant aux scènes de bataille, la plupart sont particulièrement spectaculaires. Je suis pour la plupart d'entre elles resté scotché. De la tension, de l'epicness et une bande originale qui, bien que souvent discrète, lorsqu'on s'y attache, lorsqu'on y fait attention, est sublime. Quant au mysticisme, l'ésotérisme, celui-ci est très présent. Mais au final, on comprend que personne ne sait rien et que ce mysticisme est surtout rattaché à la perception de certaines et certains personnages. Il n'empêche qu'il peut éventuellement faire partie des points noirs dans la mesure où, en termes de rythme, on va parfois s'attarder beaucoup trop sur cette dimension mystique, quitte à sacrifier de nombreux épisodes. In fine, à travers toute cette violence, on finit par découvrir l'importance de l'amour de soi et celle du respect mutuel envers l'autre. Qu'importe qu'il ait des croyances différentes de celles avec lesquelles nous avons grandi. La scène finale avec Floki et Ube sur une plage de la Terre Promise, le Vinland, est iconique. Lorsque Ube demande à Floki ce qu'il sait, Floki répond « Je ne suis plus sûr de rien ». Lui qui, à la base, était certain de tout, car attaché plus que sa vie même à ses dieux, aux dieux du Valhalla, Floki a fini par comprendre à quel point tout cela est vain. Profitons du présent au jour le jour, et lorsqu'arrivera le trépas, nous verrons ce qu'il arrivera. Floki et Ube comprennent enfin Ragnar. Pourquoi il a fini par renier ses dieux, pourquoi il a fini à la fin à les rejoindre, tout en comprenant combien le monde est vaste. Ragnar se sera trompé sur un point. Ce n'est pas Ivar qui, au final, aura été son digne héritier. Ivar persistant à croire aux anciens dieux jusqu'à son trépas, tout comme Bjorn notamment. Il aurait plutôt fallu compter sur Ube. Et lui seul a incarné jusqu'au bout cette volonté de découverte et de conquête de l'inconnu, quitte parfois à mettre sa vie et celle des siens en danger, quitte à être totalement perdu, quitte à perdre la foi. Ube, le sang de Ragnar, a concrétisé le rêve qu'il avait à son âge. En termes d'introspection, Vikings est une série remarquable. À voir ce que donnera le prochain projet, un spin-off réalisé par Netflix, Valhalla. Il aura lieu 100 ans plus tard, se passera toujours à Kattegat, port central de Vikings, et il devrait en partie s'arc-bouter sur les aventures de William le Conquéreur, descendant d'un certain Rollo. Ce sera tout pour moi. Regardez Vikings, faites-vous votre propre avis. Vikings, à mon sens, sera parvenu à avoir une qualité constante malgré cette césure avant-après Ragnar. Pour peu que l'on omette le rythme qui prend parfois trop son temps, c'est une série incontournable. Merci Ragnar, merci Lagertha, merci Floki. Ciao ciao.